préfet, monsieur le maire des Rousses, monsieur... Bernard. Voilà. Quand c'est une volonté, il y a jusqu'à dans mon bureau. Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Mesdames les parlementaires, Monsieur le sénateur honoraire, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus de la région, du département, Monsieur le maire adjoint d'Évian, Mesdames, Messieurs les maires, présidents et conseillers, Messieurs les présidents et délégués nationaux, départementaux et locaux des associations d'anciens combattants, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les porte-drapeaux, chers anciens combattants, Mesdames, Messieurs, bien chers tous, nous sommes rassemblés ce matin au nom de l'histoire et au nom de la mémoire. Depuis la loi du 6 décembre 2012, le 19 mars est en effet la date officielle de la Journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie. Le 19 mars 1962 représente donc une date historique et symbolique, celle du cessez-le-feu en Algérie, prescrit par les accords d'Évian. Or, c'est ici, aux Rousses, dans ce bâtiment du Yéti, que furent menés en secret les pourparlers conclus par les préliminaires du traité d'Évian entre la France et le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'est le préfet du Jura, à ce moment-là, M. Pierre Aubert, qui fut chargé de déterminer le lieu des rencontres. Je pensais aussitôt au garage des ponts et chaussées aux Rousses, qui présentait à mes yeux de multiples avantages, écrit-il dans son livre « Le secret des Rousses ». Pour la réussite des négociations, il fallait en effet le secret le plus absolu. Anonymes, dans la foule des skieurs, ministres et policiers passèrent inaperçus. Quelques personnalités du département étaient au courant. Le préfet, M. Pierre Aubert, le président, Edgar Faure, et le maire des Rousses, M. Maxime Grenier, père de Mme Lucienne Milos, la doyenne actuelle de notre commune des Rousses, qui se souvient. Des policiers surveillaient notre maison. On ne les voyait pas, mais mon père me disait qu'ils étaient bien présents. Échec ou attentat de l'OAS, le maire d'Évian avait été assassiné 1 an plus tôt, le risque était très grand. Cette discrétion la plus totale était donc fondamentale. Par quel miracle les journalistes à l'affût n'ont-ils jamais déniché le lieu des rencontres et percé ce secret d'État? Pour réussir, il fallut certes de l'astuce et de l'imagination, mais aussi un esprit d'équipe et de solidarité et une extraordinaire conjuration du silence.
Les délégations vivaient cloîtrées dans un décor très spartiate, volets clos, entre canettes de bière et nuages de fumée de cigarettes au-dessus des chasse-neige. Les instructions données par le général de Gaulle aux plénipotentiaires étaient simples. Réussissez ou échouez, mais ne laissez pas la négociation se poursuivre indéfiniment. Enfermés dans le chalet pendant 9 jours, épuisés, les délégués parvinrent à un texte commun que Robert Buron considère comme applicable. C'est à 3 heures du matin, le 18 février, que le compromis est avancé. À 5 heures du matin, le 19 février, 2 déclarations sont établies, prémices des accords d'Évian. Et pour la première fois, on se serre la main. Le 21 février, le Conseil des ministres approuva le protocole. Restait alors à mettre en forme les accords. En fonction du travail établi ici au Yéti, tout alla vite pour la seconde conférence d'Évian qui s'ouvrit le 7 mars 1962 à l'hôtel du Parc. Le dimanche soir, l'accord était définitivement conclu et l'article 1er de ce traité d'Évian stipulait l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le lendemain, lundi 19 mars 1962 à midi. Ces accords furent approuvés par le peuple français à plus de 90% lors du référendum du 8 avril 1962. Le bilan de ce conflit est l'un des plus lourds de l'histoire de la décolonisation. La guerre d'Algérie a blessé les 2 rives de la Méditerranée. 8 années de guerre, près de 2 millions de soldats mobilisés, 2 millions de civils déplacés, des milliers de victimes de part et d'autre, dont 27 500 soldats français. C'est pourquoi, au-delà de notre démarche ce matin d'inauguration de cette stèle, nous souhaitons qu'elle exprime aussi notre profond respect et notre gratitude éternelle pour tous les anciens combattants que vous représentez si nombreux dans l'émotion et le recueillement. Et nous voulons aussi honorer la mémoire de toutes les victimes, tuées, blessées, déplacées, de toute une génération d'hommes et de femmes qui y ont sacrifié leur jeunesse. Alors, désormais, que vous soyez passants, vacanciers, touristes ou simples curieux, lorsque vous vous arrêterez devant cette stèle, lorsque vous la regarderez, souvenez-vous que s'est construite ici en secret la base d'une paix ô combien lente et difficile, et rendez hommage à tous ceux qui sont morts au champ d'honneur. Vive la paix, vive la République, vive la France! Souhait de M. Marc Francina, maire d'Évian, malheureusement très malade, de s'associer à cette célébration. Les Rousses et Évian, sans oublier Lugrin, mon village natal, ont partagé cette page de l'histoire nationale. Trouver une solution à tout prix aux événements d'Algérie, comme on a l'habitude de nommer cette tragédie. Pour le général de Gaulle, c'était une boîte à chagrin. Depuis 1954, on a trop entendu les mots suivants: attentat, embuscade, Félaga, Wilaya, Charonne, Petit Clamart, putsch, OAS. Lors des rencontres entre les plénipotentiaires, Louis Jox pour la France, Krim Belkacem pour le FLN, Haït Ahmed pour le GPRA, les propositions vont évoluer. D'abord association, puis indépendance avec un statut spécial pour le Sahara, puis finalement une indépendance totale qui sera célébrée le 1er juillet 1962 par les Algériens, la nouvelle nation. Le 18 mars, donc au soir, 62 ne consacrait pas le retour à la paix, puisqu'il y a encore une série d'événements douloureux, attentats et problèmes des harkis. La cicatrisation sera longue pour les familles qui ont perdu un des leurs, pour les victimes des attentats, pour les familles des harkis, pour tous les pieds noirs dont vous vous rappelez le choix. À Évian en particulier, l'assassinat du maire Camille Blanc, qui avait accepté que les pourparlers se passent dans sa ville. Sauf le souvenir est un devoir. L'oubli serait une grave erreur.
appelé longtemps les événements, mais ensuite la guerre d'Algérie. Présent sur le sol algérien pendant ces négociations, comme cela vient d'être dit, dont le 19 mars 1962, je voudrais vous dire ce que j'ai, ce que nous avons ressenti, nous les appelés du contingent, et sans doute un certain nombre de militaires présents. D'abord, comme vous le pensez, une grande satisfaction, car ce conflit avait déjà beaucoup duré depuis le 1er novembre 1954, 7 ans et 5 mois. Satisfaction, je vous ai dit, oui, car nous ne sentions pas qu'il y aurait un vainqueur et un vaincu, et qu'il y aurait encore des morts, encore des blessés dans les embuscades, dans les attentats, dans les villes comme dans le Djebel, encore des appelés du contingent qui perdraient de belles années de leur jeunesse. Nous sentions aussi qu'un certain nombre d'Algériens, pro-français jusque-là, même des harkis, quittaient nos rangs pour rejoindre le FLN. Satisfaction, car oui, pour nous qui étions là-bas, l'espoir de revoir notre métropole, notre village, notre ville, de retrouver nos familles, nos amis, enfin l'espoir de ne plus tomber dans une embuscade ou un attentat, mais conscient que ce cessez-le-feu ne réglerait pas tout, loin s'en faut, principalement pour les Français vivant sur le sol algérien depuis des décennies, voire plus. Nous comprenions leurs inquiétudes, mais aussi pour les harkis qui nous sont restés fidèles et pour qui nous aurions dû voir plus d'attention et d'accompagnement. Mais le cessez-le-feu, pour nous qui étions là-bas, reste une date historique. Pas une fin des exactions, malheureusement, mais la décision d'arrêter les hostilités entre les Fedaga, le FLN, et l'armée française. Ce conflit, ai-je dit, déjà beaucoup trop long, avait fait énormément de souffrance. Et ne l'oublions pas, pris à 2 millions de jeunes appelés la perte de belles années de leur jeunesse. 6 mois pour certains, 1 an pour d'autres, mais aussi 2 ans, 30 mois, même au-delà, passés de l'autre côté de la Méditerranée. Pour d'autres, avec la douleur de la séparation de leur famille, leurs amis, avec chaque jour la même interrogation. Que va-t-il se passer? Embuscade, attentat lors des déplacements, risque de rébellion dans la Arca pour les militaires que nous étions. Nous avons tous en mémoire ce qui s'est malheureusement passé, et principalement vers la fin du conflit. N'oublions pas non plus les inquiétudes quotidiennes des épouses pour ceux qui étaient mariés, mais aussi des parents, des grands-parents, des frères et des sœurs, toujours dans la crainte que malheur arrive sur ce sol algérien. N'étaient-ils pas tous suspendus aux informations à la radio, voire à ce moment-là les premiers transistors de l'époque, la peur d'entendre l'annonce d'un attentat, d'une embuscade dans le secteur géographique où était le mari, le fils ou le frère. Je n'oublie pas non plus ce qu'ont vécu les rappelés pour peu de temps après avoir repris leur vie active ou familiale et qui ont dû tout quitter pour rejoindre l'Algérie. Oui, cette date du cessez-le-feu est importante, même si nous regrettons tous les exactions, les mesures, les meurtres, les règlements de compte et représailles après cette date. Mais déjà, près de 30 000 morts militaires, morts ou disparus sur ce sol algérien, dont 125 jurassiens, et nombre de blessés ou mutilés, avec encore de nombreuses desquelles à ce jour. Je rappelle qu'au 1er janvier 2018, donc maintenant, 119 encore jurassiens sont titulaires d'une pension d'invalidité de ce conflit d'Algérie. Vous comprendrez bien que ce cessez-le-feu était un grand soulagement, pour une grande satisfaction, pour les soldats présents sur ce sol algérien, pour leurs familles, mais aussi pour tous les futurs appelés. J'étais ce jour-là à l'hôpital de Sétif, hospitalisé pour des traumatismes sonores, hélas toujours présents. Mais je vois encore arriver sur la grande place devant l'hôpital, toujours déserte d'habitude, les camions militaires, les JEP, les Alfrak, les blindés, qui venaient de quitter le Djebel et pour certains leur garnison. C'est à ce moment-là que j'ai compris ce qui s'était réellement passé, que le cessez-le-feu n'était pas que des mots, que le cessez-le-feu était, oui, bel et bien, était bien là. Oui, que 2 mois plus tard, date prévue pour ma libération,
je pourrais retraverser la Grande Bleue, revoir les miens, fini de dormir avec le pistolet mitrailleur chargé à portée de main de mon lit de camp, et les 2 grenades que je n'ai jamais pas quittées depuis les 15 mois de présence dans cette Warka. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, anciens d'Algérie, très nombreux ici aux Rousses, mais qui venaient du Jura, mais aussi des départements voisins, vous comprendrez bien que ces négociations secrètes, très secrètes, cela vient d'être dit, de février et mars 1962, ont une grande importance. Et comme ça a déjà été dit, je vous invite à lire l'ouvrage du préfet du Jura de l'époque, qui nous apporte aussi beaucoup de choses, et combien ce Yéti a tenu un rôle important pendant ces négociations, même si parfois, dans le plus grand secret, des rencontres ont eu lieu à la préfecture du Jura et à Châlins. Mais dans mes propos, loin de moi l'idée de ne pas tenir compte d'Évian, lieu de séjour de la délégation algérienne et dont les accords portent le nom de cette ville. Et je veux saluer, bien sûr, le représentant de la municipalité ici présent. Aujourd'hui, 56 ans après ces négociations, j'éprouve une grande satisfaction qu'enfin, ici dans la cour du Yéti, une stèle pour rappeler à ceux qui ont connu cette période, mais aussi aux jeunes générations, que ici, sur ces lieux, des âpres et longues discussions ont permis le 19 mars 1962 de mettre fin à ce conflit qui n'avait que trop duré, provoquant tant de malheurs, de souffrances, et je suis fier que notre Jura ait pu y contribuer. Terminons ces propos, vous comprendrez bien que je veux saluer la détermination de Bernard Mamet. Je le salue, mais je crois que vous tous, anciens d'Algérie qui êtes ici, peuvent se joindre à mon propos. Pour remercier Bernard Mamet, maire des Rousses et de la municipalité, que je remercie très sincèrement. Ancien d'Algérie, ici présent, mais je voudrais aussi remercier, saluer aussi ce que nous a aidé notre préfet du Jura, ici présent, mais aussi de la FNACA. Je suis particulièrement heureux d'avoir pu aider à la réalisation de cette stèle, comme j'ai pu aider également dans notre ville-préfecture à la réalisation d'une stèle où sont gravés les noms et les communes des 125 jeunes jurassiens tombés sur ce sol algérien et que nous avons inauguré le 2 février 2002. Ce cessez-le-feu a permis qu'il n'y ait pas un 126e nom gravé sur cette stèle, voire même plus, pourquoi pas 150, mais avec toutes les douleurs que chaque fois que la perte d'un être humain engendre. Oui, alors oui, ce qui s'est passé ici sur ce lieu est important, très important, et l'absence d'une stèle pour le rappeler était inacceptable. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le maire des Rousses, monsieur le maire adjoint d'Évian, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le conseiller régional, monsieur le colonel commandant le groupement de gendarmerie du Jura, messieurs les présidents des anciens combattants, messieurs les anciens combattants, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs, c'est un grand moment pour la commune des Rousses, monsieur le maire. Et c'est aussi un grand moment pour ce département. Et c'est un moment aussi grand et aussi émouvant pour tous les anciens combattants du Jura et de la région qui se sont déplacés, des régions voisines, ici même, pour commémorer cet instant historique. C'est un grand moment aussi pour notre pays, pour la France, car à chaque fois que l'on rappelle l'histoire, on renforce les valeurs de la République et surtout, on éduque, comme cela a été très justement dit, nos jeunes générations, assurant par là même un avenir et une protection pour la France. Rappelons-nous, nous sommes au mois de décembre 1961. La guerre d'Algérie dure depuis plus de 7 ans. 7 années de souffrance, traversées par de brèves lueurs d'espoir. Les Français sont usés par ce conflit douloureux qui n'en finit pas et qui divise.
Le référendum sur l'autodétermination en Algérie, organisé le 8 janvier, a été largement accepté par la population française. Cependant, durant l'année 1961, les différentes rencontres et négociations sont des échecs. La liste des victimes s'allonge et l'opinion publique s'impatiente. Le général de Gaulle exige que soient reprises les discussions, d'autant que les blocages ne portent pas sur l'objectif final, mais sur la méthodologie pour y parvenir. La Suisse ayant offert d'être médiatrice et d'accueillir la délégation algérienne, il convenait alors de choisir un lieu en France. Ce lieu devait se trouver sur la frontière suisse pour accueillir dans le plus grand secret les deux délégations. L'Élysée fait le choix du Jura car sa frontière est la plus facile et la plus ouverte sur Genève et Lausanne. Par expérience des échecs précédents, ces nouveaux pourparlers doivent se tenir dans le plus grand secret, un véritable secret d'État, et ceci jusqu'à l'accord signé. La préparation efficace des futurs accords d'Évian sont à ce prix. Moins de 30 personnes seront dans la confidence, réparties entre l'Élysée, Matignon, les ministres concernés et quelques autorités locales. Le préfet du Jura est bien sûr dans la boucle. Il l'est parce qu'il présente pour Matignon toutes les garanties indispensables de logisticien et d'homme de confiance et de discrétion. En effet, le préfet Pierre Aubert, capitaine de corvette de réserve, possède toutes les qualités pour organiser ces rencontres secrètes. Un solide bon sens, une discrétion à toute épreuve, un sens de l'organisation exemplaire, un esprit de décision vif et une efficacité remarquable, tout caché derrière une bonhomie de bonne aloi. Son engagement durant la Seconde Guerre mondiale lui ont valu de se voir attribuer la carte du combattant volontaire et de la croix de guerre. Ceci apporte de solides garanties de fidélité à l'État et de valeurs républicaines. Il ne participera bien sûr nullement aux pourparlers, mais il est chargé par le Premier ministre d'organiser la logistique de ces prochaines rencontres et d'en garantir la sécurité et le secret absolu. L'objectif est clair, éviter que la presse ne signale l'endroit afin d'éviter qu'un attentat mené par un commando de l'OAS ne vienne torpiller les négociations. L'enjeu étant de parvenir à mettre un terme à la guerre d'Algérie. Il fait ainsi immédiatement le choix de la commune des Rousses. De par sa proximité directe avec la frontière, malgré qu'il s'agisse d'un lieu très prisé des amateurs de ski. Nous nous fondrons dans la foule, se disait-il. Après avoir écarté comme lieu envisageable le fort des Rousses et l'auberge du Cheval Blanc, son choix s'arrête sur le Yéti, ce chalet en forme de blocos qui présente l'avantage d'être isolé à l'entrée du village sur une route passante où les va-et-vient n'attireront pas l'attention et qui se trouve être propriété de l'État. Il est par ailleurs fonctionnel car dispose de possibilités de couchage et de nourriture. Si cette stèle évoque cette longue semaine de discussion débutée le 10 février et qui ne s'achèvera que le lundi 19 à 5h10, les pourparlers secrets des Rousses débutent en fait dès le mois de décembre 1961. Car c'est le 5 décembre que le préfet reçoit des mains de Jacques Corbon le pli rédigé et signé du Premier ministre Michel Debré qui lui explique sa mission. Les accords d'Évian, qui seront signés un mois après les préparatifs aux Rousses, se traduiront par un cessez-le-feu en date du 19 mars. Ils mettront fin officiellement à plus de 7 années de guerre. Pour autant, sur les deux rives de la Méditerranée,
il y aura un avant et un après ce cessez-le-feu. Car aux victimes d'avant le 19 mars s'ajouteront les mois suivants des milliers de drames d'une transition, d'une violence évidente. Gardons en tête toutes ces mémoires, celles des soldats morts pour la France ou blessés, celles des appelés et rappelés du contingent, des militaires de carrière, des forces de l'ordre métropole et d'Afrique du Nord, celles des civils de France ou d'Algérie qui eurent à subir l'angoisse, les violences et les attentats, celles des Français d'Algérie pour qui cette date signifiait la fin douloureuse d'une histoire parfois multigénérationnelle et qui dure commencer une nouvelle vie. Comment ne pas penser aussi aux harkis qui avaient fait le choix de la fidélité à la France. Les semaines qui suivirent furent celles de représailles et d'exil. Ainsi, les accords d'Évian ne mettront pas un terme immédiat aux violences et aux drames, mais ils seront indéniablement une étape essentielle, un marqueur dans le long processus d'un retour à la paix auquel aspirait tout un pays après plus de 2 décennies de guerre incessante et leur lot de deuil, de blessures, de violences et de souffrances. Si l'histoire a retenu du Jura son rôle important joué durant la Seconde Guerre mondiale, on peut dire aussi de la Première Guerre mondiale, du fait des nombreux morts pour la France, des nombreux maquisards et résistants qui ont ainsi profité des reliefs et de la géographie propice de ce territoire, peu nombreux, avant cette inauguration, étaient ceux qui connaissaient le rapport de ce département avec la fin de la guerre d'Algérie. Car si la grande histoire s'est écrite au grand jour à Paris et dans les palaces internationaux devant les journalistes de la presse internationale, la petite histoire, elle, s'est secrètement construite les semaines précédentes lors d'interminables discussions dans les pièces enfumées d'un entrepôt des ponts et chaussées et sur les routes enneigées du Jura, par des négociateurs discrets, déterminés, au milieu d'une foule de vacanciers anonymes. Et souvent, la petite histoire, c'est celle qui est la plus déterminante, celle qui fait qu'il existe une grande histoire. Cette stèle permettra désormais au plus grand nombre et aux jeunes générations de s'approprier cette histoire locale qui a pleinement contribué à écrire l'histoire de la France. Vive la République et vive la France. Bien, nous allons procéder au dépôt de gerbes. La première gerbe va être déposée par Monsieur le maire des Rousses, accompagné de Monsieur l'adjoint au maire d'Évian. Elle sera présentée par des enfants du conseil municipal.